Mesdames, Messieurs, bonsoir et encore une fois, merci pour votre fidélité à l'émission Ensemble de Tour. Un ensemble de tour particulier parce que nous aurons plaisir de recevoir sur ce plateau deux personnalités, deux éminentes personnalités. J'ai cité l'ancien ministre d'État, Mireille Martin. Bonsoir, Monsieur le ministre. Et à ses côtés, le professeur Marion Mandimba Iwango. Bonsoir, professeur. Voilà. Mais avec tous les deux, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'actualité d'aujourd'hui et de demain. Et certainement l'actualité du 20 mars. Nous avons choisi un titre provocateur, certains le diront. Question de fixer un peu les repères. Pourquoi allez-vous appeler à voter ou ne pas voter pour lui? Pourquoi allez-vous appeler à voter ou ne pas voter pour lui? Lui mis pour qui? Pour l'interrogation. Sachez que le 20 mars 2016, les Congolais iront aux urnes pour voter le président de la République qui va succéder au président sortant. Ayant été désigné par ses partisans du PCT pour se succéder à lui-même après leur commission d'investiture, l'actuel chef de l'État, s'il se décide à briguer un nouveau mandat, aura en face de lui plusieurs candidats issus de l'opposition Elle Plateforme UDC Focad, de l'opposition dite républicaine, ayant pris part aux assises de Sibiti, des candidats de la société civile et ceux de l'opposition démocratique, semble-t-il, qui ont eux-mêmes appelé à voter pour le président sortant. Tous ces candidats déclarés sont sur le point de départ pour prendre part à cette élection majeure qui déterminera l'avenir du Congo pour les 5 années à venir, étant donné les circonstances liées à la nouvelle constitution de novembre 2015 qui a raccourci la durée du mandat de 7 à 5 ans. Aujourd'hui, les Congolais qui avaient ou non voté pour la nouvelle constitution de novembre 2015 sont décidés tous d'aller aux élections. Mais doit-on aller à ce rendez-vous majeur sans savoir ce que les uns et les autres ont prévu pour les Congolais en matière de satisfaction de leurs conditions matérielles, économiques et sociales? Pour quelles raisons vont-ils voter pour tel ou tel autre candidat? Sur quoi se détermineront leurs choix pour voter X plutôt que Y? Autant de questions que doivent se poser nos compatriotes, mais que nos deux invités essaieront certainement de nous éclairer si tant est qu'ils ont choisi leur candidat. Alors, je m'en vais leur accorder la parole, d'abord pour un premier tour de table pour demander est-ce que les conditions sont réunies pour que nous allions à une élection comme la tautologie le veut bien, libre, indépendante et plurielle. Monsieur le ministre d'État. Oui, pour l'essentiel, je crois, hein, puisque le seul grain de sable qui risquait de passer dans ce moteur était l'attitude hésitante de l'opposition depuis le référendum. Il se trouve qu'aujourd'hui, ils ont des candidats, donc ça veut dire que ce contentieux est réglé. Le reste, c'est maintenant le passé. C'est une très bonne chose pour le pays parce que nous pourrons tester le niveau de notre démocratie, grandeur nature. Voilà, donc je crois en ce qui me concerne que c'est une très bonne chose. On est prêt? Très bien. Professeur, les conditions sont-elles réunies pour que nous allions à une élection libre, transparente, dans les conditions prévues par Sibiti, pas Diatta, mais Evo Dolizy? D'abord, je pense que vous avez tort d'exclure Diatta, parce que Diatta fait partie du processus politique. Hein. Ce n'est pas parce que l'État n'a pas, le gouvernement n'a pas voulu valider Diatta que l'on pourrait historiquement considérer que Diatta était un non-lieu. Non, je crois que, vous savez, il ne faut pas considérer une élection comme un rituel, un simple rituel.
Hein, l'élection doit obéir à un certain nombre de conditionnalités pour que les Congolais choisissent leur candidat en toute connaissance de cause et que, effectivement, que ce soit ce candidat-là qui soit élu, parce qu'une fois élu, il sera le président de tout le monde. J'ai noté que, effectivement, j'aurais tort de nier que le gouvernement a fait quelques concessions. Hein, il y a cette question de bulletin unique, il y a la CENI pour le principe, mais je considère que ces concessions-là ont été plus ou moins altérées par la pratique. Hein, on vient de publier la liste de la CENI. Bon, c'est quoi? C'est la CONEL qui a été reconduite. Est-ce que c'est de la provocation? Je ne sais pas. Et puis, vous avez parlé de CBT. À ma connaissance, CBT avait dit qu'il fallait inclure la biométrie, hein, ne serait-ce que partielle. Hein. Si CBT, où il y avait surtout que les gens de la mouvance a pris conscience de ce que la biométrie était nécessaire, ne serait-ce qu'à l'étape partielle, ça veut dire qu'elle était effectivement nécessaire, mais que l'on passe pieds joints en disant qu'on va aller aux élections parce que on a fait quelques concessions très rapidement rattrapées. Bon, qu'à cela ne tienne, puisqu'on va aller aux élections, allons-y, mais avec tous les candidats. Tout à l'heure, nous reviendrons sur l'actualité où j'aurai à démontrer qu'il y a des procédures qui sont mises en place pour dissuader certaines candidatures. Mais bon, je voudrais que l'on aille aux élections. Alors, monsieur le ministre d'État, oui, je crois que... Les élections... Oui, les élections, allons-y. Vous étiez à Sibiti, monsieur le ministre d'État, oui. Je crois qu'on vous a vu dans les images. Oui. Monsieur Marion vient de dire que la biométrie avait été aussi actée à Sibiti. Vous le concédez ou bien non? Oui, mais même si moi je vois que le problème que pose mon frère Marion, il est un peu dépassé. Parce que si l'opposition avait refusé de participer, toutes ces questions faisaient partie du contentieux qui allait être résolu et être résolu. Mais aujourd'hui, ils participent. Ils participent. S'ils participaient, que pour eux, ces conditions ne sont plus des conditions obstruantes, ce ne sont plus des conditions qui les empêchent de participer. Non, parce qu'ils participent, donc ça veut dire que sur la base du consensus que vous avez réussi à avoir à Sibiti. Non, il y a un nombre de considérants qui englobent tout ça. Il y a l'intérêt général, il y a tout ce que le professeur a évoqué. Je pense que l'opposition a fait le point, son examen de conscience, et a préféré privilégier ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'élection. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi. Parce qu'elle n'avait pas hésité par hasard, l'opposition. Si elle avait hésité, c'est parce qu'au départ, c'est parce qu'elle considérait qu'il y avait un certain nombre de conditions qui n'étaient pas sûrement remplies. Le fait de dire oui, ce n'est pas innocent. Donc je crois que vraiment, après leur oui, l'intérêt de tous est d'aller aux élections et de faire tout ce qui est à notre possible pour qu'elles soient aussi impartiales que possible, qu'elles soient aussi démocratiques que possible, en dépit de certains éléments contingents qu'on peut souligner ici et là. Monsieur le professeur, mais ça s'adresse à vous deux. Hein. Est-ce que l'élection sera libre et transparente a posteriori ou a priori? Est-ce qu'il faut le constater après que les élections ont eu lieu ou avant parce qu'on a créé les mécanismes? Non. Professeur. Oui, moi je pense que de toutes les manières, hein, comme l'a dit le ministre Mbéry, là n'est pas le problème parce que dans tout processus politique et même juridique, il y a toujours une étape où on instaure un rapport de force. Nous sommes, à mon avis, à cette étape-là et chacun est en train de s'organiser pour installer un rapport de force préalable au déroulement du processus électoral. Mais simplement, il faut considérer que les Congolais, hein, je dis, parce que c'est pas... Il y a des opposants qui disent qu'il ne faut pas aller aux élections, hein, a priori.
C'est là le problème. Hein. Moi, je ne comprends pas que l'on puisse prendre des positions a priori. Hein, je pense qu'il y a une position de principe. On dit, en principe, je pars. Mais considérant un certain nombre de dispositifs qui jalonnent les étapes, je peux décider de ne pas y aller. Mais pour l'instant, je dis qu'il est très important que nous allions aux élections. Et je suis heureux qu'il y ait des candidats qui ont déjà déposé leur dossier de candidature. Mais simplement, je suis malheureux de constater que, particulièrement, il y a un candidat qui est maltraité, mais on aura le temps d'y revenir. Bon, nous ne voulons pas déjà rentrer dans le vif du sujet, mais on veut quand même évacuer la périphérie pour qu'on arrive à celui pour lequel pourrait peut-être appeler à voter, enfin, votre candidat de choix. Alors, est-ce que ce n'est pas un problème de cohérence entre celui qui a refusé de participer à la première phase, c'est-à-dire que c'est de changer la constitution de 2002, et qui dit, dans la foulée, je ne participerai pas à l'élection, et celui qui refuse de voter cette même constitution, et par la suite participe à l'élection. Il y a un problème de cohérence. Je pense qu'il est incohérent de dire que je n'irai pas à cette élection parce que j'avais dit, je n'ai pas voulu aller au référendum. Parce que votre salaire, en réalité, le droit, c'est toute une procédure. Et la Constitution est au-dessus de toutes les lois. Si vous dites que vous ne reconnaissez pas cette Constitution, si vous êtes retraité, n'allez pas percevoir votre pension. N'allez pas, vous avez un certain nombre d'actes administratifs auxquels vous devez renoncer. Vous pouvez aussi renoncer à votre nationalité aussi. Enfin, on n'en est pas là. Mais simplement, hein, je dis que il y a possibilité. Si l'on a, moi j'ai été contre cette procédure-là depuis le début. Mais je me dis, il est possible d'aller aux élections, de gagner l'élection présidentielle et de remettre tout ça en cause. Si l'on ne gagne pas la présidentielle, on peut être majoritaire au Parlement et on remet tout ça en cause. Par conséquent, il n'y a pas lieu de détruire le pays pour des questions que je considère comme dépassées. J'avais fait un article où tout le monde m'a insulté là-dessus, mais bon, mais on est là, devant un fait. Voilà. Même question mais tournée d'une autre façon. Le ministre d'État mairie, mais j'ai la répartie quand je prépare les émissions, de fouiller toujours dans les poubelles. Mais je ne dis pas que ça c'est un déchet que j'ai ramassé, mais j'ai retrouvé un document contre la thèse d'un troisième mandat, élection présidentielle 2016. La troisième voie que vous avez publiée. Bon, je ne vais pas lire l'avant-dernier paragraphe où vous avez dit que c'est au regard de tous ces événements qu'il faut tenter d'appréhender la thèse du troisième mandat que nous venons d'évoquer. Bon, je crois comprendre que vous êtes aussi dans la même dynamique de dire oui, le référendum est passé par là. Hier, j'étais hostile au troisième mandat. Donc aujourd'hui, non. J'applaudis. Votre question est confusionniste. Parce que tout ceci est historique. Aidez-moi. Je vous ai dit, comptez sur moi. Comptez sur moi. Allez-y. Tout ceci est historique. C'est historique. À une époque, il y avait une question de droit. Savoir si le président pouvait se présenter, oui ou non. Et moi, en tant que juriste, j'ai donné mon point de vue. Et j'ai montré au-delà du point de vue tous les avantages qu'on pouvait en tirer. Bon. Au cours du débat, à un moment donné, la question n'était plus juridique, elle devenait politique. Mais attention, il y a eu une évolution. Les problèmes de la paix s'y sont engrangés. On a senti des positions qui étaient dangereuses pour l'avenir du pays. À partir de ce moment-là, j'ai fait une déclaration qui est passée à Radio Congo. Radio Congo, c'est une émission de M. La Savane, où j'ai dit deux choses. Et
essentiel. Vous nous faites aussi la publicité quand vous partez là-bas, j'espère. Écoutez, moi, je suis obligé de donner mes références. Très bien, non. Je vous parle en l'air comme ça. Oui, non, mais vous avez dit que j'ai inventé. Non, 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 c'est bien. Voilà, excusez-moi, mais moi, il me faut des référents. Je ne parle pas en l'air. J'ai fait une déclaration où j'ai dit deux choses. Il faut, puisque la paix du pays est menacée, il faut le dialogue. Je suis un des tout premiers à avoir préconisé ce chemin pour que nous allions vers un dialogue. Aller vers le dialogue, aller vers le compromis. En ce moment-là, même si ma position de départ était doctrinale, dès lors que je pose ce deuxième postulat, le caractère doctrinal de cette première position est évacué, complètement évacué. Deuxièmement, j'ai dit au vu et au su de tous, ce jour-là, j'ai répondu à votre question actuelle. J'ai voté pour qui? J'ai dit, si la constitution du pays était modifiée dans le contexte actuel, s'il y avait élection, je ne peux pas voter pour le président Sassou parce qu'il est interdit de troisième mandat. Mais si on changeait la constitution, c'était une fiction en quelque sorte, pour moi, c'était ma thèse. Et j'ai dit que si demain la constitution du pays changeait, en ce moment-là, tout d'égo, je voterai le président Sassou. Parce que je crois pour moi que c'est la personnalité par rapport à tous les candidats potentiels qui semblent s'exprimer ici et là, je crois qu'il est le mieux placé pour nous préserver des surprises désagréables pour tout ce qui est de la paix. Donc, vous voyez, moi je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont même attaqué, il avait dit ceci, il avait dit cela. Moi j'avais dit effectivement, mais il faut replacer les choses dans leur contexte. Dans leur contexte, le débat serait resté juridique jusqu'au fond. Je ne vois pas quel élément de droit qui m'aurait permis. Malheureusement, le droit au service de la politique. Hein. Non, vous savez, monsieur le ministre, les paroles s'envolent, les écrits restent. Même après 50 ans, on reviendra sur ces écrits. Bon, Kassan Outienne, vous venez de l'expliquer, et ça nous permet maintenant de rentrer. Donc finalement, ayant opté pour deux démarches différentes, donc ceux qui ont boycotté, hein, qui ont voté ou qui n'ont pas voulu participer au vote du changement de la Constitution, et vous qui avez appelé à voter pour le changement de la Constitution, finalement, chacun fait amende honorable. Vous me permettez une seconde. Il a étayé de manière fondamentale les raisons pour lesquelles j'ai appelé à voter. Parce que c'est une partie remise, il n'y avait rien d'aussi obstruant et d'aussi négatif que ça. Le pays est fragile, il faut aller vers l'essentiel. Voilà mon point de vue de vieux politicien. Moi, le pays est fragile, il faut aller à l'essentiel, les portes ne sont pas fermées. Ce qu'on n'a pas eu ici, on peut l'avoir à la seconde phase, et ainsi de suite. Très bien. C'était le compromis pour moi. Voilà, le compromis, nous sommes d'accord. Donc ça veut dire que nous sommes revenus au point de départ pour lequel les différents candidats ou protagonistes qui veulent prendre part à cette élection peuvent s'y mettre dans le starting block. Je dis même mieux, ils ont raison de le faire. Très bien. C'est le bon sens. Ils ont raison de le faire. Monsieur le professeur, qu'est-ce qui empêcherait un candidat aujourd'hui? On est d'abord dans les grosses supputations et puis après on rentrera dans le détail. Je vous comprends. Je préfère évacuer tout ça. Qu'est-ce qui empêcherait un candidat aujourd'hui de ne pas se mettre dans la... Parce que je crois que c'est demain la clôture des dépôts de candidature. Oui, tout à fait. De déposer sa candidature pour se positionner. Est-ce que ce sont les 25 millions qu'on a demandé? Donc les gens pensent que c'est assez élevé, ou c'est peut-être les conditions d'organisation qui ne s'y prêtent pas? Moi, je pense que dès lors qu'une loi est déjà faite, hein, dans mon état, il m'est difficile d'ergoter encore sur ce qui est déjà acté, adopté par le Parlement. Je trouve malheureux, bien entendu, je regrette que dans un pays comme le nôtre, où l'on incite les jeunes à faire de la politique, qu'on ramène une caution de candidature à 25 millions. Bon, je dis,
Non remboursable. Hein? Non remboursable. Voilà. Les députés l'ont accepté. Ça traduit du niveau de moralité de notre pays. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Hein? Je le regrette. Mais, malgré ça, il y a des candidats qui ont pu trouver les 25 millions. Qui se sont présentés. Moi-même, j'étais candidat en 2009. J'aurais pu trouver les 25 millions parce qu'on n'est pas candidat de ses propres fonds. Ah, il y a des donateurs et tout. Je suis en mesure, effectivement, si j'étais candidat, de mobiliser ça. Hein. Encore que le candidat de l'étranger. Tout à fait, mais justement, je venais là. À condition que les délais de levée de fonds aient été respectés. Parce que tous, nous étions en train de nous préparer pour une élection pour le mois de juin. On s'était mis dans la tête que bon, nous avions des délais de levée de fonds. Et ensuite, nous savons aussi que les procédures de levée de fonds dans notre pays sont un peu complexes. On a des amis à l'étranger qui pouvaient nous aider, sans, bien entendu, vendre le pays. Mais on nous a interdit de sortir. Ça aussi, il faut qu'on en parle, hein, monsieur le ministre. Parce que demander à aller aux élections dans des conditions biaisées, c'est pas bon. Ce n'est pas bon pour les candidats, mais ce n'est pas bon non plus pour l'avenir. Parce que dire bon, on va aux élections et puis on biaise les conditions, on gêne les adversaires pour ne pas que les adversaires arrivent à être compétitifs. Je dis que c'est regrettable, mais qu'à cela se tienne, je disais qu'il y a des candidats qui ont pu avoir les 25 millions. Or, je remarque qu'il y a des procédures malhonnêtes, alors foncièrement malhonnêtes, et j'espère que mon grand frère qui est juriste comprendra mon indignation, qui sont mises en œuvre pour décourager, pour dissuader la candidature de, je dis le nom, du général Mokoko. On lève un lapin qui existait il y a une dizaine d'années. On commence à créer des conditions, des complications administratives pour que le délai de candidature soit dépassé. Bon, je dis que c'est malheureux. C'est vraiment malheureux parce que le peuple, pour une fois, nous sommes d'accord. Opposition, société civile, Mokoko est candidat de la société civile, et opposition, d'aller aux élections. Mais, bon Dieu, le verrou de 25 millions a fait un écrémage. Mais laissez les candidats se présenter. Mais n'en dissuadez pas. C'est là, parce que je considère que lorsque vous dissuadez certaines candidatures, vous faussez l'expression. Est-ce qu'il y a des critères, monsieur le ministre? Je pense que, vu votre expérience, il y a quand même des critères qui sont des critères objectifs, qui sont prévus, qui permettent d'écarter ou de garder les candidatures de ce nombre de gens qui postulent à ce poste hautement supérieur, qui est la présidence de la République. Donc ça ne peut pas faire l'objet d'une gestion... On serait dans une phase préparatoire. La plaidoirie du professeur qui est à mes côtés, je serai dans cette ligne-là. Mais la loi, c'est la loi. Quand les gens posent leur candidature, je vois qu'ils ont d'abord lu la loi, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Et attendons ce que va décider le Conseil constitutionnel. Le dernier mot lui revient. Voilà, le dernier mot lui revient. Donc, tant que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé, et toutes ces candidatures-là, dans leurs principes, sont valables. Je ne vois pas qui, au nom de quoi, parce que le seul organe qui regarde les conditions que dit la Constitution pour être candidat, c'est le Conseil constitutionnel. Et si vous les remplissez, sans problème, c'est la logique. Si vous les remplissez, et si la logique est respectée, vous êtes candidat. Voilà. Très bien. Donc, les 25 millions, vous les avez. Les 25 millions, c'est un problème de fond, ça. Ça, c'est un problème de fond. Je crois également le prochain Parlement, puisque nous avons cette fois-ci une chance.
le caractère évolutif. Plus évolutif que... Parce que la Constitution 2002, il y avait comme quelque chose qui disait on ne change pas. Mais dans celle-ci, il y a quelque chose qui dit qu'on peut changer. Quelque chose. C'est quoi? C'est par exemple le fait qu'aujourd'hui le Parlement, c'est peut changer la Constitution. Donc c'est plus souple. Donc ces questions-là, en son temps, nous regarderons, nous verrons si dans un pays où franchement 75% vivent sous le seuil de la pauvreté, il faut payer 25 millions pour être candidat. Ça, je vois que ça concerne toute la société, pas seulement l'opposition. C'est un problème d'intérêt général. Ça concerne la majorité, l'opposition. Nous verrons en temps opportun ce qui convient pour ce pays, de ce point de vue-là. Mais est-ce que les gens ne peuvent pas aussi se complaindre de leur statut pour qu'ils puissent se renouveler je veux dire, une espèce de renouvellement à l'identique, parce qu'ils auront des positions dominantes pour que l'Assemblée et les autres institutions qui nécessitent ces blocages-là ne soient assumés que par les mêmes. Bon, mais là, pour le moment, ça semble être un procès d'intention. C'est un procès d'intention dans lequel moi je n'entre pas. Monsieur le ministre d'État, je vais vous faire un procès d'intention. Ouais. Ça semble. Très bien, mais moi je préfère vous faire un procès d'intention. Je pense quand même que les jeunes ont voté massivement pour cette constitution parce qu'on leur avait dit, dans l'ancienne, il y avait une limite pour exercer les fonctions de représentativité au niveau de l'État. Mais il n'y a pas que l'argent pour réduire cette limite. Il n'y a pas que l'argent. Il y a d'autres principes qui ne donnent pas de l'argent qu'on peut mettre en exergue pour limiter les candidats farfelus, parce que ça, c'est pas normal que les gens viennent faire du théâtre comme ça, alors qu'il s'agit d'un événement majeur. Il s'agit du destin du pays qui se décide en ce moment. Très bien. Voilà. Mais un fou peut avoir beaucoup d'argent et puis il vient se présenter aussi. Parce voilà. Mais de façon générale, les fous n'ont pas l'argent. Donc, c'est une limite à ça, dans l'intention. Dans l'intention. Ce qui est important, c'est que nous devons étudier l'opportunité de savoir, en son temps et par les instances autorisées, si on doit considérer le facteur argent comme facteur limitant, ou s'il faut prendre un facteur autre, comme en France. Très bien. En France, ce n'est pas une question d'argent. C'est des sénateurs, je ne sais pas quoi, les conseillers, etc. Il y a d'autres formules. Très bien. Mais professeur, il y a cette caution, 25 millions, et après, il y a la campagne. Est-ce que les mécanismes de plafonnement des dépenses sont prévus pour ne pas qu'il y ait encore, d'un côté, les petits candidats et ceux qui en ont plein les poches? Vous posez là la question fondamentale de l'avenir de notre démocratie. Parce que si vous partez du contexte que notre pays, pendant un certain temps, a encouragé l'enrichissement sans cause, vous ne pouvez pas encourager le fait que l'argent ait une part aussi importante dans le processus d'une élection. Et je trouve ça, c'est pour ça que j'étais très malheureux tout à l'heure, quand je disais que c'est un problème qu'on aura à discuter, dont on aura à discuter en son temps. Parce qu'on ne peut pas, en même temps, considérer un enrichissement exponentiel, sans cause, condamner cela, et puis, dans le même temps, placer le processus électoral dans un contexte d'argent tel que ne peuvent compétir que ceux qui disposent de moyens. Quelque part, on encourage cela, monsieur le ministre. On encourage cela et c'est même pas un problème de jeunesse. C'est pas seulement un problème qui concerne la jeunesse, c'est un problème éthique. C'est un problème éthique important. Et je pense que le président sortant, qui, je l'ai toujours écrit dans mes articles, je dis il a la grande responsabilité, plus que tout autre Congolais, du fait qu'il est resté suffisamment longtemps au pouvoir. Il a la grande responsabilité, à son âge, et par rapport au nombre d'années d'exercice de pouvoir, de créer les conditions pour que demain, ce pays soit géré autrement, et que ce pays rentre dans un cadre éthique respectable. Or,
justement, c'est son entourage qui organise cette espèce de... On est là, c'est le veau d'or. C'est-à-dire, c'est la magnificence de l'enrichissement. On serait dans un autre pays, toutes ces associations qui se créent là. Hein? On aurait déjà déclenché des procédures de contrôle pour savoir d'où vient cet argent. Or, on ne le sait pas. Et nous sommes encore en phase préélectorale. Vous voyez autant d'argent que l'on dépose, qu'on dépense. Alors, vous vous étonnerez demain qu'un candidat de l'opposition aille vendre les intérêts du pays pour être en mesure de faire concurrence à ces dépenses exponentielles. Donc, vous voulez dire donc, le problème éthique que je posais, le problème que élu. Non, le problème d'éthique que je posais n'était pas simplement un problème personnel. C'est-à-dire que lorsque, dans tous les pays, dans le processus électoral, il y a une disposition de levée de fonds. Vous comprenez? Faut-il encore que ces fonds soient traçables, contrôlables? C'est pour cela qu'on parle de plafonnement des dépenses politiques. Le président Sarkozy, aujourd'hui, il est encore poursuivi. Il a été même mis en examen il y a moins de 48 heures. Or, chez nous, on encourage des dépenses. On n'a pas mis en place des mécanismes de traçabilité. Ça veut dire que n'importe quel fou, le ministre vient de dire tout à l'heure que les fous en général n'ont pas d'argent, mais il y a des gens qui sont assez fous pour aller contracter des accords à l'étranger pour dire je vous donne le pétrole, donnez-moi tant d'argent et demain si je suis président vous prenez tout. C'est très dangereux. Ça il est fou, monsieur le ministre. Ce fou peut gagner demain. Il ne s'agit pas de pathologie, il s'agit plutôt de comportement. Voilà. C'est un fou qui peut aller nous vendre notre pays. Parce que M. Sassou dépense tellement d'argent, ce fou va dépenser autant que M. Sassou et gagner les élections. Oui. Et demain, on s'en plaindra. Alors, et ça, je trouve que c'est un problème moral qui, pour moi, est plus important que de savoir qui va gagner demain. Monsieur le ministre d'État, donc, oui, je crois pas d'argent, pas gagné. Donc, non, la défaite est déjà... Argent ou pas argent, les élections dans les pays pauvres, c'est ceux qui ont l'argent qui les gagnent de façon générale. Ce qui est important, c'est l'engagement que le pays a pris par rapport à la Constitution du 25 octobre-novembre 2015. Il est question de changer le pays. Et changer le pays, c'est prendre en compte tous ces problèmes qu'on évoque ici et là. Nous sommes là dans une phase de transition pour aller vers là-bas. N'est-ce pas? Mais dans cette phase de transition, persistent encore des indices du passé et pointe ici et là la volonté de l'avenir. Quand on aura franchi le Rubicon, à partir de ce moment, si les mêmes pratiques continuent allègrement, en ce moment-là, je crois que les plaintes comme celles que j'ai entendues aujourd'hui auront leur tribune, leur légitimité. Mais on n'en est pas là. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les élections se fassent dans les meilleures conditions possibles, en dépit des déficits qu'on peut constater ici et là. C'est une question de volonté politique. Il faut de la volonté politique pour qu'on traverse cette échéance, qu'on arrive là où on devait arriver, et à partir de là, qu'on adopte les problèmes d'éthique qui sont posés ici, et tous les autres problèmes auront le droit de citer. Il faut qu'on regarde autrement le pays. Monsieur le ministre, avant de marquer une petite pause publicitaire, j'ai comme l'impression que vous évacuez cette question-là et vous la renvoyez au calendrier grec. Est-ce qu'elle vous gêne? On n'est pas dans un confessionnal ici. Non, mais... Mais alors, vous avez posé une question. Oui, lui, il va dans une approche rétrospective. Moi, je place les choses en perspective. Ça se complète. Qu'est-ce que vous trouvez de contradictoire entre ce qu'il a dit et ce que j'ai dit? Je ne vais pas vous Parce qu'est-ce qu'en 20 jours, on peut rendre propre le Congo? En 20 jours, là. Dans les 20 jours, est-ce qu'on peut faire que tous les 20 millions c'est réglé, tel problème c'est fini? Non, on évoque tout ça. C'est pour replacer le pays en perspective. Très bien. Moi, je veux du principe que, aujourd'hui, quoi qu'on fasse, les déficits constatés sont parmi les choses avec lesquelles il faut faire.
Ce qui est important, c'est qu'on ait une constitution qui nous place dans une perspective donnée. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les opposants ont eu raison de participer. Parce que s'ils participent, imaginons que demain, bon, ils sont élus, il y a un président de la République de l'opposition qui pense comme nous, ou qui pense comme les opposants. Le temps revient. La bagarre, elle est là. Et elle n'est pas finie, elle revient. Si demain, on est au Parlement, il y a des députés qui croient à cette nouvelle vision et qui se promettent en compte. Donc, il n'y a pas de rupture entre ce qu'il dit et ce que je dis. Moi, je dis qu'attention, ne nous arrêtons pas parce que si en 20 jours, là, d'ici le 20 mars, il faut faire les élections, si nous revenons fondamentalement à ça, ça veut dire que nous invitons les opposants qui ont dit nous sommes des candidats à ne plus être candidats. Parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, parce qu'il y a plus loin. J'ai dit non, moi je suis positiviste. Je positive tout ça. Je veux qu'on participe et qu'on avance et qu'à l'avenir, qu'on regarde ce qui mérite d'être regardé. Je veux aider le ministre. Rapidement. Nous avons parlé des questions éthiques, de la place de l'argent dans cette campagne. Or, nous avons la chance que, au moins du point de vue des textes, je ne parle pas du point de vue formel, qu'on parle d'une commission électorale indépendante. C'est-à-dire que cette commission, en réalité, peut se donner les moyens de contrôle et de limitation. Parce que ça fait partie de ses attributions. Et c'est pour ça que je dis que, en fait, demain, nous allons critiquer, mais il est de la responsabilité des cadres, ceux qui sont nommés là, s'ils ne sont pas capables, hein, qui n'acceptent pas. Parce que c'est une grosse responsabilité que d'aller dans une structure que l'on dit indépendant. C'est-à-dire que vous avez la responsabilité morale de donner du contenu à cette indépendance-là. Vous savez, monsieur le ministre, le Bénin est un pays peut-être en dessous du nôtre du point de vue du train de vie. Hein? Mais au Bénin, les dépenses électorales sont plafonnées. Ils ont pris des dispositions pour limiter l'extravagance, afin que seuls s'expriment les idées et les projets. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il ne faut pas, bon, vous semblez placer le problème dans une perspective d'étape. Ben non. Lorsque l'on légifère sur des choses qui sont mauvaises, hein, en termes d'encouragement, je pense que l'on soit de la mouvance ou de l'opposition, il est de notre devoir d'accuser le coup et de dénoncer cela. Hein? Parce que vous allez vous retrouver, et c'est tout à l'heure nous allons rentrer certainement, et je tiens à ce que ça dans la qualité des candidats. On marque une pause et puis on va. Non, je crois que. On marque juste une petite pause et puis après on revient sur. Vous permettez un dernier mot. Moi je crois que voilà, nous sommes dans des situations. Détendre un soir, ce gars. Alors que je suis en train de me détendre un soir, ce gars entre dans la pièce lorsqu'il commande une Primus. J'ai l'impression que je le connais déjà. Il m'explique que je suis livreur, mais les temps sont durs. Je sais de quoi tu parles, car je vends des brochettes. Puis Jean-Paul sort de nulle part et nous dit « Je sais quoi faire ». Quand on regarde notre parcours, on réalise qu'un lien, une conversation aura suffi pour tout déclencher. Rien n'embrase les rapports comme Primus. Notre moment, notre bière. Bocos, tu peux avoir une minute s'il te plaît? Nous sommes mon frère. Bueno, Maël. Bocos, tu peux avoir une minute s'il te plaît? Encore une fois. Tu es sûr que je ne te dérange pas? Non, vas-y mon frère, c'est révolu ça. Tu es vraiment sûr? Oui. Je peux causer jusqu'à fatiguer? Jusqu'à fatigué. Combien? Ouais, la boca. Vas-y.
Partagez les moments les plus fous de votre vie. Rechargez du crédit à partir de 500 francs CFA et bénéficiez automatiquement de 10 fois plus de crédit, soit 1000% de bonus. Eh bonjour. Comment là? Ça va hein? Mais le transfert que je t'avais fait là. Mais tu avais reçu l'argent. Oh, tu reçois l'argent et puis tu me fais pas signe. T'es pas mon téléphone. C'est le téléphone d'un ami. Hein? Maman t'a salé. Ah, la semaine cette semaine là. Ah, la semaine qui arrive là. Hein? Oui, oui. Quoi? Ngoulango. Azur, fièrement congolais. Le débat en off était assez houleux. Il faut qu'on ouvre le micro pour que les gens... Tout à fait. C'est pas bien non plus. Non, il n'y a rien de houleux. On a PG interne, on a PG interne. Il n'y a rien de houleux à part trouver une logique intellectuelle dans ce que l'on dit. C'est pas houleux. On s'en sort plus. Ça peut déboucher à des procès ou des poursuites. Donc on piège personne. On attend que les gens reviennent sur le plateau pour qu'on débatte. Alors, pour ça, vous avez dit au Bénin, vous avez pris l'exemple du Bénin, que seuls doivent s'exprimer les idées et les projets. Alors, nous allons venir aux idées et aux projets. Qu'est-ce qui peut pousser des éminentes personnalités comme vous d'appeler à voter pour X ou pour Y? Sans vouloir vous demander d'abord quelles sont les personnalités qui ont l'étoffe de la fonction, mais qu'est-ce qui peut vous pousser d'abord à appeler à voter pour X ou pour Y. En étant tous d'accord que les conditions sont remplies, réunies, pour que tout le monde y aille. Monsieur le ministre. Oui, les conditions optimales n'existent peut-être pas, mais il y a les conditions minimales. Il faut faire avec. Pour qu'on ne stagne pas, qu'on ne reste pas là. Ceci dit, le professeur a parlé du Bénin. Mais le Bénin est un contexte. Ce qui se fait au Bénin ne peut pas se faire en Centrafrique, hein, attention. C'est pas parce que les Centrafricains ne le veulent pas, au fond d'eux-mêmes, mais parce que la manière dont les choses sont agencées dans la société ne le permettent pas. Ceci dit, vous me posez la question de savoir, en fait, quels sont les éléments qui peuvent motiver mon choix. Premier élément, moi je crois qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élections se suivent mais ne se ressemblent pas. N'est-ce pas? Les changements de régime se suivent mais ne se ressemblent pas. Chaque élection se déroule dans un contexte historique donné. Et c'est en fonction de ces éléments qu'il faut trancher. Ça c'est un. Si je regarde, j'ai fait l'analyse de tout ce qui s'est fait, il y a deux éléments fondamentaux qui peuvent justifier et motiver les choix. Il y a la demande sociale. Il y a une demande sociale très forte que personne ne peut nier. Et il n'y a pas de réponse adéquate à cette demande sociale. Et de l'autre côté, il y a un contexte sécuritaire en Afrique centrale qui fait que l'on a peur de tomber dans ce qui se passe à Bangui, au Tchad ou ailleurs où, franchement, il y a une forme d'instabilité qui entre de façon certaine. Voilà donc deux grands problèmes. Maintenant, entre ces deux grands problèmes, quel est le problème prioritaire? Qu'est-ce qui conditionne l'autre? Bon. Moi, je veux dire une observation simple. La demande sociale, si on ne la satisfait pas aujourd'hui, elle n'est pas irréversible. On peut la satisfaire demain, dans les jours à venir, parce que en écoutant les critiques, en utilisant mieux l'argent que l'on peut avoir, etc. Mais la paix, lorsqu'on l'a manqué,
c'est un retard. D'abord, c'est la perte gratuite des vies humaines. Les gens meurent, mais ce n'est pas ça qui fera que la prospérité vienne automatiquement. Donc, la paix a... Écoutez, la Somalie a été détruite, elle est détruite, hein, elle est là, hein, la Somalie. Il y a des pays où la guerre a fait des ravages parce qu'il y avait un équilibre de force tel qu'aucune ne pouvait, si vous voulez, submerger face au désordre qu'il y avait. Et puis aujourd'hui, ils sont complètement dans... Alors, je crois donc dans ces conditions. Sans rejeter au calendrier grec la demande sociale. Dans un pays où l'État est le seul facteur qui peut. Il n'y a pas de capitalistes ici qui ont l'argent, qui peuvent investir, qui peuvent faire comme en Europe où, après la guerre, des pays comme l'Italie, des pays comme la France, dans l'instabilité totale. Mais paradoxalement, l'économie a marché. Parce que l'État a son rôle et les investisseurs avaient leur rôle. Or, dans nos pays, à nous, si l'État est instable comme ça, bon, je ne veux pas. Qui viendra remédier? Parce que nous dépendons totalement du capital étranger, des gens qui nous imposent des contraintes, s'ils veulent qu'ils mettent leur argent chez nous. Pour ces deux raisons, moi je crois qu'il serait bon donc de prendre l'option de la primauté, de la priorité de la paix sur la demande sociale, sur nos revendications. Alors si ce postulat est accepté, mais il en découlera le profil du candidat. Le profil du candidat découle de ça. Et ensuite, quand vous regardez la constitution du pays, il y a toute une partie de la constitution qui est réservée au pouvoir régalien. Dans l'article 64, vous le voyez clairement, au pouvoir régalien. C'est ce que le chef de l'État a comme part et rôle dans la conduite du destin national. Et vous avez une deuxième partie où on vous décrit un peu le président manager. Il va faire ceci, il va nommer ici, il va faire ceci. Je pense, modestement, que si la partie managériale est plus ou moins à la portée de tous, ne demande pas des surhommes et tout ça, je crois que dans les pays comme la France et les pays européens, où il y a une administration stable, solide, expérimentée, on n'a pas besoin d'être un génie pour être chef de l'État. Hein. Je ne pense pas. Mais s'agissant du destin, de toutes ces questions où il y a notre indépendance à préserver, où il y a les égalités dans la société, etc., tous ces grands problèmes-là, je crois quand même qu'un homme d'expérience est nécessaire. Très bien. Monsieur le professeur, un homme d'expérience est nécessaire, mais je n'ai pas envie de vous poser la question. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous n'avez pas, enfin à l'exercice, vous n'avez peut-être pas d'expérience, mais vous étiez jeune militant. Quand vous êtes arrivé aux affaires. Quelles affaires? Comme ministre d'État. Moi, j'ai jamais été chef d'État, moi. Non, non, non. Mais quelles affaires? J'étais chef de l'État ici. J'étais dans un système dont je répondrais les responsabilités. Moi, j'étais dans un système. Si vous voulez, n'est-ce pas, demander des comptes à ce système, je répondrai. Très bien. Mais ici, nous sommes en train de voir le profil idoine du chef d'État futur. Très bien. Alors, ne ménagez pas tous les problèmes. Ok, très bien. Professeur, j'espère que la paix, la demande sociale, si on règle, le profil idéal serait, enfin le profil idéal du candidat serait celui-là, comme l'a dit Monsieur le ministre d'État. Alors, quel serait pour vous le profil idéal de celui qui peut emporter vos sentiments? Bien, j'espère que vous me laisserez parler aussi longtemps que je n'interromps pas les gens. Je suis très heureux que mon grand frère ait présenté la question sous cet angle-là. Parce que tout à l'heure, je vous disais que, bon, étant donné qu'on a priorisé l'argent dans ces procédures de candidature, et corrigez mon nom, c'est pas Echango, c'est Ewango, s'il vous plaît. Donc, Ewango. Donc, il a bien fait.
de poser effectivement ces principes-là. La demande sociale, l'expérience par rapport aux questions de paix et de sécurité. De paix et de sécurité. Et éventuellement, évidemment, tout ça découle sur la qualité, sa capacité managériale et les autres. Effectivement, je pense que cette élection doit se dérouler nécessairement sur ces critères-là, parce que nous sommes dans un contexte qui est très difficile. C'est un contexte difficile avec le baril qui est en train de dégringoler, bon, les conditions de paix qui sont perturbées, et avec une jeunesse qui... Ça m'étonne quand même, et c'est là où justement corriger le nom. Et Wango. Voilà. E-H-O-U-A-N-G-O. Donc c'est moi qui ai mal. Ah oui, c'est très important. Là, vous insultez mon père et ça, ça peut me pousser à quitter le plateau. Non. Bon. On avait alors, comme je disais, je disais que, étant donné que nous vivons dans un contexte où le prix du baril est en train de dégringoler, où la paix est menacée, surtout à nos frontières, on entend parler du Mali, tout ça, mais souvent il nous arrive d'oublier que la RCA c'est à côté, et la Centrafrique également, et le Cameroun également. Mais nous avons une jeunesse, et c'est là où justement en fait c'est ça qui va fonder le choix du candidat que moi je vais propulser. C'est une jeunesse, et je suis étonné qu'on soit surpris par la demande sociale. On a l'impression qu'on est surpris. Mais après 30 ans, c'est qu'on est quelque part responsable du contenu de cette demande sociale. On n'a pas à être surpris. On doit en tirer les conséquences. Cette jeunesse, on est surpris d'avoir autant de jeunes et autant de chômeurs, et autant de besoins qui se manifestent. Et ça, je pense que ce sont des critères de sélection du président de demain. Je ne veux pas citer de nom. Je pense que le critère que le ministre a proposé, en fait, sélectionne 2 candidats. De mon point de vue, je suis libre de le dire, ça sélectionne 2 candidats. Et je voudrais que pour une fois, qu'on permette à ces 2 candidats de compétir. Parce qu'il y en a un qui a eu l'expérience de gérer la paix dans son pays. Et on dit, bon, encore que le second a été son conseiller en matière de paix. Donc il n'est pas aussi éloigné de la réussite de l'autre. Mais bon, il y en a un autre qui est allé préserver la paix ailleurs. Et qui revient, fort de l'expérience qu'il a acquis à l'étranger, il dit, bon, je vais essayer de mettre cette expérience dans mon pays. Mais la paix, c'est aussi la gestion des forces de sécurité. Il y en a un qui est responsable de l'état de désagrégation de ces forces de sécurité. Il y en a un autre qui est allé gérer ces questions sécuritaires à l'étranger. Donc je pense que le débat doit s'articuler autour de ça. Et moi, je serais très curieux de voir ces 2 candidats pour une fois. Il ne faut pas faire comme nous en 2009, où on a dit, bon, vous allez vous décliner vos programmes. Non. Qu'on mette un peu ces 2 candidats un débat en face et qu'on ait le débat. Et je pense que le peuple, pour une fois, certainement le peuple ne votera pas l'ethnie et l'argent. Le peuple votera la perspective. Parce que je ne crois pas au programme, moi. Je ne crois pas. Alors donc, le programme politique, en fait, en réalité, les Congolais ont les mêmes besoins. Ils ont les mêmes besoins, ils ont les mêmes contraintes internationales. Maintenant, comment régler satisfaire ces besoins et comment régler ces contraintes, ça c'est un problème de méthode. Mais quelqu'un qui viendra avec un programme, moi je vais faire la sécurité sociale, moi je vais donner des allocations, je dis c'est un menteur. On aura un débat de méthode et ça je trouve que c'est très intéressant parce qu'on aura en ce moment-là 2 profils sur les mêmes questions et chacun va décliner sa méthodologie et ça sera passionnant. Mais laissez le deuxième se présenter. Très bien. Parce que s'il n'est pas candidat, alors le débat sera biaisé. Bon, très bien. Alors,
on ne va pas dire le profil du deuxième puisque je ne le donne pas. Non, je ne le dis pas. Si jamais les deux ou les compétiteurs à cette élection-là ne font pas un débat, est-ce que les Congolais peuvent se déterminer dans leur choix? Qu'est-ce qui fera que les gens puissent se déterminer et que vous, personnellement, vous puissiez vous déterminer? Parce que vous dites que le programme ne sert strictement à rien. Mon grand frère Mbéry, qui a fait son choix, hein, le ministre Mbéry, va battre campagne sur les thématiques par rapport aux aptitudes de son candidat. Moi, je ferai pareil. Et j'entends que ça soit ça, au lieu de dire « Ah, moi je suis Bembe, je vote, moi je suis Makwa ou Mboshi ». Moi, je suis un enfant de la ville. Hein. Je me sens très très loin de ces débats-là, mais je suis très intéressé par la perspective qui s'annonce à nous. Laissez les gens se présenter, hein. Laissez le débat avoir lieu. Peut-être qu'en ce moment-là, même celui qui gagnera, il va découvrir des cadres très brillants dans le camp de ses adversaires. Et en ce moment-là, on pourra diriger le pays demain. Mais ne sélectionnez pas, parce que la sélection arbitraire fausse le vote. Voilà. Alors, on ne va pas sélectionner de façon arbitraire. Monsieur le ministre d'État, oui. Est-ce que la conjoncture économique actuelle n'est pas aussi un élément qui peut pousser à ce que les candidats revoient leur stratégie, parce qu'ils peuvent venir, mais sachant que la baisse, la chute du prix du baril de pétrole ira peut-être, c'est pas au-delà de 2016 ou 2017. Est-ce que ce n'est pas un élément qui peut handicaper ceux qui n'ont pas l'expérience de la gestion? Moi, je reprendrai la question autrement. Il y a ce contexte économique international. Vous savez, nous avons une économie de rente. Si dans le monde le pétrole va mal, le pays va mal. Il n'y a rien à faire. Bon. Et nous savons que ça va mal. Donc la demande sociale, pour la satisfaire, il faudra prendre des mesures internes économiques très lourdes. Très lourdes, parce que ce manque à gagner, il faut bien qu'on le complète d'une manière ou d'une autre pour préserver les équilibres. Ça, c'est un. Deux, cette situation, si elle est mal réglée, a pour conséquence de fragiliser la paix. Or, la paix, nous sommes d'accord pour dire que nous sommes dans un environnement où la paix est vraiment... Il faut faire attention. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, voilà le grand problème. L'économie précaire qui est là devant nous, qui s'annonce, peut être fatale pour la paix. Même s'il n'y a pas à trop désespérer, parce que, entre-temps, il y a eu un développement infrastructurel tel que, si une bonne politique, hein, on revoit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ne pas faire, etc. Moi, je crois que ce n'est pas une situation fataliste. Et puis ensuite, les Congolais, très souvent, exagèrent. Il faut comparer des choses comparables. Le Congo est un pays pétrolier, comme le Nigeria, comme l'Angola, comme la Guinée équatoriale, comme le Gabon. N'est-ce pas? Mais aller dans ce pays, l'économie, elle n'est pas mieux, elle est justement celle que nous avons ici. Pourquoi est-ce que nous, on aurait dû, avec les hommes tels que nous les avons, avec le pays tel qu'il existe, faire obligatoirement mieux? Qu'on constate qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas optimisé les choses. D'accord? Mais faire comme si, bon, c'était le néant, c'était le désert, etc. Alors qu'il y a des pays où, justement, hier il y avait la prospérité et aujourd'hui ils sont dans le désert. Donc pour toutes ces raisons, moi je crois qu'il faut laisser que l'homme qui est là, qui a donné ses preuves pour les questions de paix, qui peut, je crois, nous éviter de tomber trop facilement dans le giron de l'insécurité
qui nous menacent en Afrique centrale. C'est ça la tâche essentielle. Maintenant, pour le reste, bon, à la lumière de ce qu'il a déjà fait, si le pays se met dans le jeu, et s'il accepte de faire la critique objective de ce qui s'est fait avant, on peut peu à peu combler le trou qui est là, qui est à la fois grave pour les populations, contre la demande sociale, mais qui est également une menace réelle pour la paix. Je ne vois pas un candidat... On a déjà arrêté la liste. Demain. C'est demain. Bon, puisqu'il y a ceux qui ne sont pas encore arrêtés, je n'ai pas donné mon opinion sur eux. Il se peut qu'il y ait un génie qui apparaît demain, alors j'aurai des choses fausses. Voilà pourquoi on n'a pas cité les noms. Voilà. On ne cite pas encore les noms. Professeur, est-ce que la paix, parce que finalement c'est le dénominateur commun pour vous deux, est-ce que la paix c'est l'absence de guerre ou c'est la propension à maintenir aussi la population dans une situation de paupérisation pour qu'elle ne puisse pas réagir? Non, mais moi je suis heureux que le grand frère Mbéry et moi, qu'on développe les mêmes thèmes. Parce qu'on aurait pu être là en train, il y en a qui parlent de maraîchers, d'autres qui parlent d'eau, d'électricité et tout. Oui, mais tout le monde parle de paix, je pense. Paix. Non, mais parce que c'est comme si il vaut mieux parler de guerre. Vous savez que la Providence nous a pris dans notre propre jeu. Nous avons commencé à parler de paix en 1993 alors que la paix mondiale n'était pas menacée comme aujourd'hui. Nous avions des troubles internes. Aujourd'hui, la paix est menacée au niveau international. Mais nous avons parlé de plus jamais ça, même nous sommes canards. Voilà, c'est là le problème. C'est-à-dire que nous avons tendance à extrapoler sur des situations que nous ne vivons pas encore, et puis la nature nous amène à tester, à vivre ces situations-là. Alors en ce moment-là, nous avons besoin de gens capables de traiter ces questions-là. Et la Providence, généralement, place aussi certains individus dans leur trajectoire, dans des situations telles qu'ils aient à connaître ces questions-là. Et ces individus, bon gré mal gré, se mettent au service de la nation. Effectivement, demain, il faut être capable de traiter la question de paix. Il faut avoir une expérience pour traiter ces questions-là. Hein? Et je pense que si toutes les candidatures sont acceptées, tout au moins les candidatures que je connais qui sont déposées jusqu'à ce jour sont acceptées, nous aurons au moins 2 individus, peut-être 3, je ne sais pas, qui ont ce profil-là. Ben maintenant, la question économique, et c'est là où je diverge de mon grand frère, quand il semble considérer comme une fatalité le fait que l'on soit un pays producteur de pétrole et qu'on ait connu des... Je ne l'ai pas dit, c'est vous qui le dites. Hein. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, non, justement. Pas une fatalité, mais parce que justement, parce que ce n'est pas une fatalité qu'il faut peut-être essayer autre chose. C'est une expérience qui a failli. Si une expérience a duré une trentaine d'années, et qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on soit encore en train de vouloir faire des projections sur d'éventuelles réussites, il vaut mieux peut-être dire, bon écoutez, on essaie autre chose. Après tout, le président actuel, s'il est battu, il a la capacité de se présenter 5 ans après. Donc, je pense que, pour une fois, l'alternance est une bonne chose en termes d'expérimentation. Faut-il encore qu'il se présente? Parce que pour l'instant, à ce qu'on sache, il n'y a que ses amis qui ont appelé, enfin... Non, mais nous extrapolons. Voilà. Nous extrapolons. C'est pour ça qu'aucun nom n'est cité. Nous savons, chacun de nous, de qui nous parlons. Hein? Même nous restons, chacun garde ses landmarks. Mais toujours est-il que, hein, je dis, un président, au regard de cette constitution même de l'ancienne, en réalité, il perd un mandat, il peut se présenter demain. C'est-à-dire que il faut peut-être avoir... à mon avis, hein, la modestie de considérer que bon, pendant 30 ans, je me suis essayé, ça n'a pas bien marché, encore que je dis qu'il a des réussites. Hein. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il a échoué sur tous les plans. Il a des réussites, mais peut-être qu'il s'agit aujourd'hui de dire, bon, laissons faire. 5 ans, c'est pas beaucoup. Laissons faire et puis je pourrais revenir. Si jamais le peuple... Non, mais moi je crois, attention,
d'entre moi par tempérament, je n'ai jamais été pessimiste. Ça, il n'en est pas question. Je pense simplement ceci. Que la paix, lorsqu'elle pose des dégâts, ces dégâts sont irréversibles. Par exemple, la disparition d'un État. Alors que l'économie est réversible. Toute l'histoire de l'économie montre qu'il y a eu des périodes d'échecs graves. D'autres dirigeants sont arrivés, ils ont redressé, etc. N'est-ce pas? Ou les mêmes dirigeants sont arrivés avec d'autres méthodes, etc. Donc aujourd'hui, nous devons accorder la priorité de choix à celui qui maintient la paix. Parce que le manque de paix est une cause aggravante de la crise politique. Monsieur le ministre, voilà. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que la paix ne peut être que le fait d'un individu, d'une personne, ou le fait des hommes et des femmes qui sont attachés à elle? Non, s'il vous plaît. Une question. Une telle question. Elle est bête. C'est comme si je n'étais pas à l'école, bon. Très bien. Non, vous me posez une telle question. Non, vous avez dit, il vaut mieux s'attacher une personne qui veut. Si la paix est un phénomène sociétal. Donc, la paix est un phénomène. La paix est sociétale. Ça peut être l'affaire de l'individu. Vous parler aussi. Oui, non, mais j'ai posé la question, la même, puisque monsieur le ministre ne peut pas répondre à cette question. Non, la paix est sociétale. Oui. On ne peut pas la prendre l'affaire d'un individu. Non, moi je pense effectivement que le ministre a raison de dire que la paix est une question collective. Absolument. Bon, toujours est-il que, attribuer le bénéfice de la paix à un seul individu parce que c'est lui qui est à la tête du pays, ça, la en ce moment-là, je lui renvoie, c'est-à-dire que parmi ses adversaires, il y en a un qui était justement son conseiller en matière de paix.